Bonjour. Le défi que les langues posent à notre société mondialisée est bien réel. Et pourtant, on ne lui oppose que des pis-aller, qui sont d'une efficacité déplorable et d'un coût exorbitant. Le rapport efficacité-coût, auquel on attache tellement d'importance dans l'économie, n'est jamais pris en considération dès qu'il s'agit d'apprentissage ou de communication linguistique. Au bout de 800 à 2000 heures d'anglais, selon le pays et la filière choisie, le jeune moyen ne fait que le baragouiner, pour reprendre le mot d'un professeur de communication de l'Université de Genève, Philippe Vialon. Et même après des séjours linguistiques où ils apprennent l'anglais de façon intensive, ils ne sont pas à l'abri d'erreurs qui les ridiculisent, comme nous l'avons vu avec la mésaventure de la ministre danoise, Madame Helle Dahn. Les pays non anglophones donc investissent énormément dans l'apprentissage de l'anglais, et ce sont les pays anglophones qui en profitent. Le professeur d'économie François Grain a calculé que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord gagnait 17 à 18 milliards d'euros par année simplement du fait de la prédominance de l'anglais. En France, l'investissement que l'État fait dans l'enseignement des langues étrangères est de 8 milliards 235 millions d'euros par an. Au Royaume-Uni, il n'est que de 2 milliards. Le Royaume-Uni économise 100 euros par habitant par an, tout simplement parce qu'il enseigne beaucoup moins les langues étrangères. Et tout ça, ce sont des chiffres, bien sûr, mais ça ne représente pas l'investissement en efforts, en frustration, en découragement que font des millions et des millions de jeunes de par le monde pour se mettre dans le crâne les incohérences de l'anglais et pour constater que plus ils avancent et plus le but s'éloigne. Mais bien sûr, l'enseignement n'est pas le seul domaine où les langues coûtent quelque chose à la société. En Europe, le marché des services de traduction et d'interprétation représente 5 milliards d'euros, dont 50 à 60% concernent l'anglais. Ce qui, soit dit en passant, veut dire que l'anglais n'est pas la langue mondiale, parce que si c'était vraiment une langue mondiale, tout le monde le saurait, il n'y aurait pas besoin de traduire. Mais en fait, il faut traduire. La traduction coûte 13 centimes d'euros le mot de l'original. Ça veut dire à peu près 100 euros pour une page A4 à simple interligne. Et pour l'interprétation, il faut compter 1500 euros par jour, TVA comprise, pour 2 interprètes. Mais il faut toujours 2 interprètes, parce que l'interprétation simultanée exige énormément du système nerveux, et au bout d'une demi-heure, on ne tient plus le coup, il faut que le collègue vous relaie. Et d'autre part, il y a aussi toutes sortes d'aides que le collègue qui est dans la même cabine que vous peut donner. Par exemple, les personnes qui discutent utilisent un mot que vous n'arrivez pas à traduire. Vous l'avez sur le bout de la langue, mais il ne vous vient pas. Or, il est indispensable. Alors à ce moment-là, le collègue vous l'inscrit sur un bout de papier, vous le met sous les yeux et vous êtes ainsi sauvé. En plus, très souvent, l'interprète ne travaille pas à l'endroit où il habite. Alors, il faut ajouter à ses frais, les frais de voyage et de séjour. Mais tout ça, c'est pour les firmes et les personnes privées. Au niveau institutionnel, c'est très très difficile de savoir combien coûte la diversité des langues. Par exemple, à l'Union européenne, c'est très difficile parce qu'elle comporte toute une série d'institutions et chacune a son service de traduction et d'interprétation. Il y a la Commission, le Conseil de l'Union, la Cour de justice des communautés, la Banque européenne, le Parlement européen, etc. Il y a aussi le Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, mais dont font partie tous les États membres de l'Union, si bien que c'est aussi le contribuable qui finance les services de traduction et d'interprétation de ce Conseil, qui sont bien sûr tout à fait indépendants des autres. Et il faut ajouter à tout ça les institutions d'ampleur mondiale, comme toutes celles qui sont rattachées à l'ONU, ou d'autres institutions, disons régionales, comme l'OTAN. En haut lieu, on minimise toujours les dépenses linguistiques.
Par exemple, pour ce qui est de l'Union européenne, on vous dit officiellement que ça ne coûte pas cher, ce n'est que 3 € par habitant par an. Mais là, il y a une double tromperie. Premièrement, l'argent qui est affecté à un certain but n'est plus disponible pour d'autres buts. C'est une évidence, c'est une lapalissade, mais il faut la dire et insister parce que les autorités et les médias font comme si ça n'avait aucune importance. 3 € par habitant par an, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça représente 1,2 milliard €. Eh bien, il faut comparer ça à ce qu'on pourrait faire d'autre. Chaque année, il y a dans le monde plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent d'une déshydratation provoquée par une maladie diarrhéique. Or, le traitement coûte extrêmement bon marché, 5 centimes d'euros par enfant. Autrement dit, pour sauver tous ces 4 millions d'enfants, il suffirait de 200 000 €. Ou bien, pour prendre un autre exemple, avec ce 1,2 milliard d'euros qui sont perdus dans les services linguistiques, on pourrait sauver de la malnutrition 50 millions d'enfants qui auront toute leur vie les séquelles dans leur corps, dans leur système nerveux, dans leur psychisme, du fait qu'ils auront été mal nourris pendant les premières années de leur existence. Est-ce que c'est éthiquement admissible de consacrer tout cet argent à du blablabla et à la traduction de milliards de pages dont la plupart ne seront lues pour chaque document que par une centaine de personnes au maximum, alors qu'on peut, disons, sauver la vie et la santé de générations futures de toutes sortes de pays financièrement démunis. Et la deuxième tromperie, c'est que ces chiffres ne concernent que les traitements des traducteurs, des interprètes, des secrétaires, des bibliothécaires, enfin du personnel directement engagé dans le multilinguisme. Mais il y a toutes sortes d'autres frais. À la Commission et au Conseil de l'Union, il y a 3400 fonctionnaires linguistiques, auxquels il faut ajouter 400 interprètes indépendants par jour. Ça fait 3800 personnes. Mais si on ajoute la Cour de justice des communautés, la Banque européenne, le Parlement européen, on arrive à un effectif d'environ 5000 personnes. 5000 personnes, c'est un village. Et un village, il faut le construire, il faut le gérer. Or, dans les budgets, tout ce qui concerne des frais indirects ne sont pas placés sous service linguistique. Ils sont répartis dans fournitures, entretien, services sociaux, etc. Pour ces 5000 personnes, dont on n'aurait pas besoin si on avait un autre système, un autre régime linguistique, eh bien, il faut des locaux énormes, des bureaux, il faut des cabines d'interprètes, il faut des fils, des écouteurs, des micros pour 506 combinaisons de langues, il faut des parkings, il faut des ascenseurs, il faut des cafétérias, il faut une infirmerie. Donc déjà au niveau de l'espace, ça représente beaucoup de choses. En plus, il y a toutes les fournitures. Le papier, l'électricité, le combustible de chauffage, les ordinateurs, le téléphone, le mobilier, les bibliothèques, tout ça. Et puis au niveau du personnel, vous ne pouvez pas avoir 5000 personnes de plus sans avoir besoin de tout un personnel d'appoint. Et il y a des huissiers, des gardes, des nettoyeuses, mais aussi le personnel au service de la comptabilité, au service des voyages, aux services sociaux. Donc quand on vous dit que les dépenses de l'Union européenne, c'est 1,2 milliard d'euros par année, on est très en dessous du coût réel tel qu'il serait si on n'avait pas ce régime linguistique extrêmement lourd et peu efficace. Et dans tout ça, je ne vous ai pas parlé des erreurs qui sont inévitables quand on passe d'une langue à l'autre, que ce soit oralement ou par écrit, et qui ont un coût considérable, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, mais je vous donne rendez-vous à la prochaine émission où nous parlerons des idées reçues, des idées préconçues qui ont cours et qui empêchent de prendre le taureau par les cornes.